Où est-ce qu'on arrête le délire d'ultra spécifique et de la gestion de la charge? Parfois, le spécifique nous amène à être aspécifique. Exemple concret, c'est que beaucoup vont faire des tests sur tapis en se disant au moins je suis sur tapis, si c'est 20 à l'heure, c'est 20 à l'heure, c'est normé, c'est simple, c'est carré. La majorité des tapis sont faux en allure. On est trop centralisé sur le processus scientifique et on pense que le processus scientifique va nous donner toutes les réponses. Parce que les données seules, elles nous disent rien. Elles nous disent ce qui est, mais il faut faire le lien avec le terrain, il faut faire le lien avec ce qu'il faut faire. Et quand les entraîneurs te disent « tu comprends pas ma discipline », moi ce que j'entends c'est « tu comprends pas la culture de mon sport ». Ce que je veux dire par là, c'est que le meilleur entraînement, c'est celui que tu n'as jamais fait ou que tu n'as pas fait depuis très longtemps. Pour le coup, là, Sean, je pense qu'en 3 minutes, il nous a fait des cours qu'on aurait pu faire en plusieurs jours. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, ça faisait un moment que je voulais aborder ça avec des vrais experts. Je voulais vraiment aller au fond de l'endurance parce que je vois bien qu'il y a des débats passionnants d'ailleurs, sur les niveaux d'intensité, sur le nombre de reps, sur le volume global, mais surtout sur les méthodos qui vont derrière. Et dans le fond, on se rend compte que souvent les gens disent la même chose différemment et du coup ils se comprennent pas, voire ils se disputent. Alors ce que je vous propose, c'est de recevoir sans plus attendre mes deux invités. J'ai à ma droite Anaël Aubry, ultra spécialiste de l'endurance, c'est vraiment ta spécialité à la base. Tu as œuvré pendant des années auprès du cyclisme professionnel, de l'olympisme. On s'est rencontrés à l'INSEP, où tu étais chercheur et où tu travaillais avec un ami en commun qui est Yann Lemeur, deux amis en commun d'ailleurs, et Chris Oswirtz aussi. Donc c'est vraiment la famille. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de contenu ensemble. Ouais, trop longtemps. C'est vraiment cool que tu reviennes. Si vous avez loupé un des tout premiers épisodes, on était jeunes, on était beaux, on avait des cheveux, je sais. C'est dur à croire, surtout pour la deuxième partie. Mais franchement, ça vaut le détour. C'est un super épisode. On vous met le lien en description de cet épisode. Je mets un petit rappel ici de cet épisode qui date un petit peu, mais dont le contenu est toujours aussi pertinent. Carrément. Merci de venir, c'est cool. Avec grand plaisir. Et on va aller franchement dans la méthode. Restez bien avec nous parce que on va rien cacher. Vous savez, il n'y a pas de langue de bois ici. Et mes invités sont exactement comme moi en la matière. Et j'ai aussi Sean Seal. Sean, c'est trop cool que tu viennes. Ça fait longtemps qu'on veut travailler ensemble. Ça fait un petit moment maintenant qu'on en parle et je suis content de pouvoir être là avec vous deux pour discuter aujourd'hui. On se croise, plus en présentiel d'ailleurs qu'en digital. C'est vrai. De temps en temps, on fait du contenu un peu en tennis de table à distance. Vous avez peut-être vu passer ça. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Peut-être. On verra ça dans l'épisode. En tout cas, c'est super cool que tu viennes partager avec nous. Sean, pour ceux qui ne le connaissent pas, Sean Seal, très actif sur les réseaux, crée beaucoup de contenu. Il a une école de formation continue de coach aussi, mais pas que, tous ceux qui sont intéressés par le sport et qui ont envie de se mettre à jour sur les paramètres d'endurance, leur monitoring et leur entraînement, allez voir, c'est vraiment de la bombe. Par ailleurs, il est encore sur le terrain. Vous savez à quel point j'aime les coachs et les sport scientists qui s'entraînent. Sean, il s'occupe aujourd'hui de beaucoup de crossfitters, évidemment, mais pas que. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions aussi en commentaire. Il viendra répondre, c'est vrai. Toujours. Ouais. Et d'ailleurs, on parle de terrain, mais c'est vrai que j'ai présenté Anaël comme un sport scientist, mais pas que. Il entraîne et il s'entraîne lui toujours. Et c'est vrai que tu gardes cette casquette aussi très praticienne, très hands-on, que j'aime bien chez toi. Ouais, écoute, pour moi, c'est la base, je pense. C'est d'essayer de comprendre ce qu'on raconte déjà, de voir ce qui se passe quand on le fait faire. Et je pense que ça va être beaucoup de discussions qu'on aura tous les trois ensemble aujourd'hui. C'est qu'entre la théorie et le concret, c'est bien d'essayer de faire les choses. Voilà, ceux qui veulent le défier sur Strava, vous êtes prévenus. Le mec reste toujours ignoble. Mais justement, reposons un tout petit peu le contexte. Pourquoi cet épisode? Parce que quand j'étais jeune coach, quand j'étais bébé coach, à la fin des années 90, ça date, tout début des années 2000, on me bassinait avec la basse intensité, le grand volume d'abord, et puis ensuite seulement on va dans les intensités spécifiques, on fractionne, on questionne l'intensité cible finale. Mais d'abord, on a développé une espèce de grand tank aérobie qui allait dans une grande case qu'on appelait la PPG, qu'on a ensuite jeté à la poubelle, littéralement. Et ça, c'est vraiment dans les années où je me forme moi, où on vous explique que, alors à l'époque, on parle pas de HIIT, on parle d'intermittent. Okay. Il faut faire de l'entraînement fractionné, comme ça qu'on appelle ça. C'est drôle parce que vous allez voir que les sémantiques évoluent avec le temps, la terminologie bouge. Et je me rappelle d'affrontements passionnés, notamment quand j'étais en Grande-Bretagne, 2009, ça date déjà, et normalement il y avait déjà un peu un équilibre dans les forces. Et il y avait un entraîneur allemand qui était basé à Bath, à la limite du Pays de Galles, en Angleterre, et l'entraîneur national, Patrick Roux, qui plébiscitait à fond la haute intensité et le fractionné pour les aspects spécifiques. Et de l'autre,
beaucoup plus conservateur, hein, cet entraîneur allemand, qui lui gardait ça, je pense aussi pour des mauvaises raisons, plus justement ces aspects de PPG, etc. Et puis, sur les 10 dernières années, là, on voit un nouveau paradigme s'ouvrir, un nouveau temps dans l'affrontement, où ça se polarise déjà. Donc, cette notion de polarisation est importante et on va en discuter avec évidemment le fer de lance, Sellers, qui a publié en long, en large et en travers sur le sujet. Alors, on y reviendra à quel point cette polarisation, elle a été très, très à la mode, elle l'est encore beaucoup. Où on voit soit vous faites de la très haute intensité, soit vous faites de la très basse intensité, ce qui entre les deux finalement a moins d'intérêt. Et puis, plus récemment, la radicalisation du discours avec des gens qui vous proposent de la très basse intensité, de la zone 2 éventuellement, mais toujours avec cet objectif d'adaptation centrale, on y reviendra. Et de l'autre côté, les gens qui vont aller très très loin dans la haute intensité jusqu'à du SIT, hein, du Sprint Interval Training. Alors ce que je vous propose, c'est que Sean, il décode un petit peu ça pour commencer et qu'on ait toutes les appellations actuelles du continuum endurance, qu'on ait déjà une idée précise de ce dont on parle. Ouais, je pense que c'est un bon point pour débuter parce que si on veut comprendre l'endurance, il faut se dire que tout type d'intensité est sur le spectre. J'appelle ça le spectre d'intensité au sens large. Ouais. Et on va retrouver 4 grandes cases. Et les termes les plus simples que j'aurais pour les décrire, c'est la basse, la moyenne, la haute et la très haute intensité. Et forcément, il y a des frontières entre ces différentes choses. On peut parler de seuil, notamment le seuil 1, le seuil 2, entre la basse et la moyenne pour le premier, la moyenne et la haute pour le deuxième. Elle est un petit peu plus floue pour la transition entre la haute et la très haute intensité. C'est l'histoire de cinétique de VO2, etc. Mais en gros, c'est à peu près à 2 minutes d'effort. Et de ce que je comprends aujourd'hui, donc, on a la basse intensité qui est typiquement en dessous du premier seuil, qui soit ventilatoire, qui soit lactique, lactate, peu importe comment on veut les appeler. Et là, on va retrouver des séances plutôt de longue durée, typiquement, avec des intensités qui sont très basses, de l'ordre, si on prend l'échelle de RPE, entre 1 et 10 pour faire simple, de l'ordre entre 1 et 3 sur 10, typiquement, peut-être 4 pour les plus longues sorties. Si on va à l'opposé du spectre, tout en haut, la très haute intensité, si on lit un petit peu de recherche, on retrouve le terme domaine extrême, à savoir que les 4 cases que j'ai nommées en recherche de physiologie, ils appellent ça des domaines d'intensité. Et en anglais, c'est the moderate domain, heavy domain, severe domain, extreme domain. Et donc, le domaine extrême, la très haute intensité, c'est ce que tu as dit typiquement, hein, du SIT, donc des entraînements très, très durs, très, très intenses, où tu vas à bloc. En gros, c'est du supramaximal, typiquement sur 20-30 secondes, où c'est all out, repos, qui sera de toute façon incomplet parce que c'est impossible de récupérer complètement de ce genre d'effort. Mais beaucoup plus long, typiquement 3-4 minutes de repos et tu répètes. Mais tu retrouves aussi des séances, par exemple, tout en haut de cette fourchette, qui sont des efforts très courts. On appelait ça alactique, anaérobie alactique à l'époque, certains encore. Des sprints, en gros, qui sont plus sur le côté neuromusculaire, avec l'idée d'augmenter la vitesse de mouvement, la vitesse d'utilisation de l'oxygène, d'expression, en gros, des qualités mécaniques aussi. Et après, si on revient sur la moyenne intensité, qu'on appelle typiquement, où on va typiquement retrouver la zone 3, la zone 4, et je qualifierais ces entraînements d'extensifs. Donc, c'est pas facile, c'est pas très dur non plus, mais c'est soutenu. Hein, tu sais que t'es dedans, ça dure, c'est désagréable, t'as typiquement envie d'arrêter ou d'aller plus vite selon ton profil, et c'est là qu'on va retrouver cet entre-deux dont tu as parlé, hein, qui n'est pas la basse intensité, qui n'est pas de la haute intensité. Certains pensent que ça sert à rien, d'autres que c'est le nerf de la guerre, à discuter plus tard. Ouais. Et ensuite, la haute intensité qu'on retrouve typiquement au-delà du deuxième seuil. Ce deuxième seuil qui a plein de noms différents, hein, le MLSS, le seuil 2 ventilatoire, lactique, puissance critique, vitesse critique. On a plein de termes différents qui veulent dire la même chose, qui est une des difficultés, je pense, c'est que pas tout le monde a le même langage. Et donc, cette haute intensité, tu as parlé de fractionné. Donc, on a le HIIT, High Intensity Interval Training, l'entraînement de haute intensité par intervalle. Ça peut être du fractionné court, ça peut être des 40-20, ça peut être le Tabata, hein, typiquement, c'est un entraînement de VO2 max à la base pour des patineurs de vitesse. On peut aussi avoir des intervalles plus longs, 3 minutes, 4 minutes, jusqu'à peut-être 8 minutes pour les plus entraînés, qui vont typiquement avoir un développement assez global, qui ont un effet
d'entraînement qui est très important, surtout quand on l'a jamais fait. Et on reviendra sûrement là-dessus, mais voilà un petit peu les 4 grandes cases. Moi, c'est vraiment ce que je retiens, c'est cette basse, moyenne, haute et très haute intensité qu'on peut distinguer sur le spectre. J'aime bien surtout si tu n'en as jamais fait. On y reviendra. Vraiment important. Anaël, toi, cette terminologie, tu l'utilises beaucoup en sport d'endurance? En fait, si tu veux, du coup, moi, j'ai été dans beaucoup de sports et je bourlingue dans différents sports. Et du coup, je vais essayer de m'appuyer sur leur terminologie à eux, évidemment. Mais comme l'a dit Sean, globalement, on dit tous à peu près la même chose. Et ce qui est déjà important, c'est d'être sûr qu'il y a quelqu'un qui est en face de toi, elle comprend de quoi on parle. Et pour le coup, là, Sean, je pense qu'en 3 minutes, il nous a fait des cours qu'on aurait pu faire en plusieurs jours à la fac. Et je pense qu'on a à peu près tout compris. Et au pire, il y aura peut-être besoin d'aller un petit peu affiner un sujet ou un autre. Et du coup, pour te répondre, moi, honnêtement, je vais surtout faire de la pédagogie auprès de mes athlètes ou de mes entraîneurs pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, qu'on comprend bien la même chose, que ça sera fait à la bonne intensité, qu'ils vont pouvoir le faire sans moi, et que du coup, on pourra avoir les adaptations qu'on souhaite par la suite. Oui, à la fin qu'on ait du site et du git, si on faisait un groupe des lapins, des castors et des grenouilles, on s'en... Et typiquement, en France, on parle beaucoup de PMA et de VMA dans beaucoup de sports. Je l'ai oublié, ouais. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai entendu que tu as parlé de développement de la VO2 max, Ouais. parce que c'est l'adaptation principale que tu vas viser sur ces types d'entraînement. Et dans la VMA, PMA, et comme tu l'as dit, ça part du bon vieux 20-20, 30-30 à des efforts jusqu'à 8 minutes. Dans les deux cas, on développe la VO2 max, mais dans les deux cas, on va plus mettre l'accent, plus zoomer sur une adaptation qu'une autre. Je pense qu'on reviendra peut-être dessus après. Et du coup, ce qui est important, c'est de comprendre mais pourquoi je donne du 30-30 ou du 4 minutes, comme tu l'as dit. Et que, en l'occurrence, en fonction du sport, de là où il en est dans son historique, de ce à quoi il répond. Parce que même dans un même sport, chez des athlètes qui ont le même âge, qui sont dans le même groupe d'entraînement depuis des années, si tu creuses un peu, tu pourrais te rendre compte qu'ils répondent pas de la même façon à tout type d'entraînement. Et ça serait peut-être intéressant d'essayer de le creuser plutôt que de dire « bah tiens, j'ai entendu Aurélien Broussal parler de ça sur Instagram, bah tiens, je vais faire ça ». Peut-être pas. Donc non, les terminologies, pour moi... Faites ce que dit Aurélien Broussal. Et pour moi, les terminologies, tu vois, on s'en fout. On s'en fout. Et tu vois, VMA, PMA, c'est un bon exemple. En athlète, qui est quand même le sport, je pense, en France, qui a le plus creusé ça. En tout cas, il y a plusieurs dizaines d'années dans la prépa physique. On s'est beaucoup appuyé sur l'athlète. Tu sors des frontières de la France, la VMA, la PMA n'existent pas. Alors, elles n'existent pas pour des raisons culturelles aussi. Hein. Oui, mais du coup, on va beaucoup plus s'appuyer sur quel est le temps d'effort, quelle est la récupération. Et tu vois, par exemple, dans les pays anglo-saxons en athlète, on va réfléchir à un pourcentage de l'activité, par exemple. Mais j'ai une théorie là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi qui ai vécu en Grande-Bretagne, qui travaillais en Russie, qui est 1000 fois aux États-Unis, en Amérique latine, etc. Quand je fais une conférence à l'international sur la physio de l'effort, et sur les zones, et sur les intensités, et sur les repères d'entraînement relatifs, etc., il faut systématiquement reprendre de manière beaucoup plus simple les bases avec les anglo-saxons. Pour le coup, ils sont ultra avancés sur plein de trucs, mais ils n'ont pas cet héritage athlétique qu'on a en Europe de l'Ouest, à plus forte raison en France, où on est éduqué dès le plus jeune âge, de manière très simple. En EPS, on fait des tests navettes. Ouais, carrément. Le multi-stage fitness test en Grande-Bretagne ou aux États-Unis est une copie du Luc Léger. Et donc, on voit bien que nous, on a une culture hyper forte en la matière qui justifie qu'on ait des débats comme ça, en fait. Eux, ils vont avoir ces débats-là plutôt sur le RFD et sur les zones du RFD. Ah ouais. Ils sont beaucoup plus branchés bioméca de ce que je vois. Et à l'inverse, quand j'attaque un sujet en France sur une impulsion motrice ou sur l'analyse du mouvement, c'est là où je suis obligé de rétro-pédaler et d'abaisser le niveau parce que en face de moi, les gens ne savent même pas ce que c'est qu'FMS. Donc, il y a quand même, tu vois, je mets un tout petit bémol quand même. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Si, je suis d'accord. Ce que je veux plus dire, c'est, je pense qu'on veut trop se prendre la tête et déjà, soyons clairs qu'on a tous à peu près une compréhension commune et les termes, après, on s'en fout du moment où on parle de la même chose. C'est surtout ça qui est important. C'est vrai. Alors, cela dit, quand même, il y a des gens dont la VMA et la PMA, c'est le fonds de commerce. Je me la gardais parce que je sais pas si tu as pris soin de ne pas la citer ou si tu l'as vraiment oublié. Je l'ai vraiment oublié. Ce qui montre à quel point voilà, je dirais pourquoi, la méthode est forte chez toi. Et c'est exactement là-dessus que je veux t'interpeller parce que
t'oublies ça dans le panorama que tu fais de l'endurance. Il y a des gens qui se disent, mais attends, mais moi, les 2 seuls trucs que je connais sur le sujet de l'aérobie, il les a pas dit. Comment je fais là? Ouais, c'est dur, hein. Quand j'ai commencé à aborder l'endurance, je venais des sports collectifs. J'ai fait du rugby avant, j'ai coaché dans le rugby, dans la préparation physique, et beaucoup influencé par tout ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, notamment. Je suis allé chercher chez différents coachs ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, pourquoi ils le faisaient. Et c'est vrai que dans ces milieux-là, comme tu l'as dit, VMA, PMA, c'était pas vraiment populaire. Il y avait d'autres points de référence, parce qu'au final, ce que j'ai cité avant sur le spectre, les seuils notamment, c'est des points de référence, des points d'ancrage qui sont pas toujours faciles à déterminer parce qu'ils sont sous-maximaux, contrairement à un RM en squat ou à une VMA que tu peux faire sur un test 6 minutes, par exemple, où tu vas à bloc pendant 6 minutes, ou tu fais un test incrémental jusqu'à arriver à VMA ou PMA. Ça, c'est des valeurs maximales, donc qui sont assez faciles à trouver sur le terrain, qui ont leur valeur, qui ont leur place. Mais quand j'ai abordé l'endurance, au début, beaucoup du point de vue théorique, pour essayer de comprendre déjà comment la physiologie fonctionnait, parce que moi, ça me fascine, même si c'est pas toujours très, très utile dans la planification, mais moi, c'est le genre de détail je reste debout la nuit pour lire des bouquins là-dessus. Et j'ai essayé de trouver, en gros, les points communs de toutes ces différentes nomenclatures, ces différentes organisations de l'entraînement, ceux qui parlaient lactate, ceux qui parlaient ventilation. Et au final, je me suis retrouvé avec ces grandes cases, ces seuils. Et ça, c'était les points d'ancrage qui semblaient être les plus pertinents pour, on va dire, discriminer entre les différents types d'entraînement, les adaptations qu'on va avoir. Les ancrages méthodologiques. C'est ça. Alors que VMA, PMA, moi, j'avais pas grandi avec, je les ai pas utilisés avant. J'ai fait du foot, j'ai fait de l'haltérophilie, j'ai fait de l'aviron. Donc, tu vois, l'aviron, c'était typiquement, comme tu l'as dit, c'était ton 2K moins un certain split pour différents types d'entraînement, qui techniquement est une sorte de VMA, parce que selon ton temps au 2 kills, que ce soit à 6 minutes, 7 ou 8 minutes, on est à peu près dans ce créneau-là, et au final, on veut dire à peu près la même chose. Mais donc la raison pour laquelle j'ai pas cité la VMA PMA, c'est que voilà, moi j'ai pas grandi avec dans mon apprentissage. Je suis pas passé par le cadre académique non plus pour apprendre ce que j'ai appris, et peut-être là où c'est une pièce centrale pour certains et dans la manière dont on a enseigné les choses, moi j'y ai été très peu confronté. Et vu que j'ai vu que c'était pas nécessairement des points d'ancrage les plus utiles, si on veut parler du spectre dans sa totalité, hein, si on parle d'entraînement fractionné, etc., c'est un très très bon référentiel. Il y a énormément de structures autour de ça, des séances, etc., très documenté, aucun doute là-dessus. En gros, si on veut replacer la VMA PMA sur ce spectre, ça se trouve quelque part dans la haute intensité. Typiquement, je dirais au milieu, voire un peu plus sur le haut, étant donné qu'on a dit que le haut de la haute intensité, c'était quoi? À peu près 2 minutes d'effort. Donc, disons que dès le moment où tu es sur un effort de moins de 2 minutes, tu bascules dans ce qu'on appelle la très haute intensité. Le seuil 2, ça dépend du niveau. Donc, le temps de soutien, si on veut parler de ça, on va être entre 40 minutes et presque 80 minutes pour les meilleurs. Donc, on va dire un débutant en endurance aura un temps de soutien à son deuxième seuil qui est assez court, du fait qu'il n'a pas de développement d'endurance et de capacité de soutien. Tu prends quelqu'un qui fait du triathlon de longue distance, il va pouvoir tenir son deuxième seuil 1h15. Donc, on a cette fourchette, en gros, qui est pas une fourchette, qui est un râteau, on pourrait même dire, entre 1 heure et 2 minutes, qui détermine la haute intensité. Donc, c'est quand même beaucoup d'options en termes de qu'est-ce qu'on peut faire comme entraînement, quel temps on peut s'entraîner. Donc, voilà, pour contextualiser un petit peu cette histoire de VMA, PMA. Bon, et puis, honnêtement, on a essayé de scientifiser ces outils de terrain au point de dire, je vais travailler à 105% de ma VMA, machin. Bon, entre la précision des tests, qui est quand même très discutable, je vous raconterai une anecdote juste après, et l'engagement du sportif et son évolution interséance, qui, elle, est complètement insaisissable. J'ai toujours eu du mal à comprendre comment on pouvait calibrer à ce point-là la précision de travail à haute intensité. Ouais, et je t'ajoute le profil de l'athlète. Oui. Tu vois, tu parlais de triathlon, pour avoir été conseiller scientifique de l'équipe de France de tri pendant longtemps. On pourrait se dire, ils ont tous à peu près le même niveau. Oh là là, la France, c'est la meilleure nation au monde, surtout ce top 8 mondial. Tu fais un test VMA, c'est simple. Bah, je te mets dans le 1000, la vitesse de fin de test ne sera pas toujours la vitesse ou la puissance à VO2 max, parce qu'on va avoir des profils très musculaires, très lactiques. Alors pour du triathlon, hein, c'est pas des coureurs de 800, mais qui auront la capacité, suivant
l'écriture du test, d'aller gratter des choses en fin de test. Donc même avec des mesures gazo-respiratoires et de lactate, tu essaies de prendre du recul là-dessus. Puis d'autres qui ont un profil très aérobie, où tu vois que c'est bien que la fin de test arrive parce qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Et du coup, qu'est-ce que tu fais avec ta vitesse de fin de test? Donc il va falloir que tu aies la capacité à analyser un petit peu tout ça. Et en même temps, on en revient toujours à la même chose. Est-ce qu'on comprend pourquoi on fait ce type de séance? Qu'est-ce que ça peut développer? Quel est mon sport? Quel est le profil de l'athlète? Quel est son âge, etc. Et ensuite, je fais des choix. Alors, l'anecdote, je vais la raconter quand même parce que c'est très très drôle. Parce que t'imagines à la fois la précision et la marge de manœuvre dont on dispose si on vous suit tous les deux là sur ce qu'on est en train de décrire. Et finalement, de te rejoindre sur ça agitait trop le bocal non plus parce qu'en fait, on a une zone de tir qui est plus large parce qu'on veut bien nous donner dans certaines méthodologies. Et quand on a créé eTester, il y a, je sais pas, peut-être il y a 15 ans maintenant, on a créé une application dès que l'App Store a ouvert sur les Apple. Et évidemment, on n'avait pas de clients puisque personne ne voulait payer les applis et puis personne n'était éduqué à tester les data. Donc, du coup, on avait tort d'avoir raison trop tôt. Mais c'est pas grave, l'exercice nous a amené à challenger certains CD qui étaient vendus sur le test navette, qui est documenté comme sous-évaluant les athlètes la plupart du temps, et à plus forte raison les lourds. Évidemment, c'est problématique, on pourra peut-être en parler aussi, mais ce test qui déjà pose des problèmes méthodologiques, en plus de ça, il avait été capté sur CD sur le reste d'une cassette. En tout cas, celui que j'avais acheté pour faire la comparaison. Et cette édition spécifique, du coup, avait sans doute enregistré une très vieille cassette. Et les vieilles cassettes, je sais pas si vous vous rappelez, les plus jeunes d'entre vous me prendront pour un boomer, mais on avait des Walkman, des radiocassettes. Ça, j'en souviens. Et en fait, sur la fin de la bande, ça pouvait tourner plus doucement, soit parce qu'on avait moins de piles, soit parce que la bande vieillit un petit peu, se rallonge un tout petit peu. Et vous voyez où il veut en venir ou pas? En fait, les paliers ne respectaient pas du tout l'algorithme des étaient de plus en plus lents, quoi. Peu à peu, ils étaient de plus en plus lents. Ça, c'est là où c'est plus possible. Là où ça serait de plus en plus dur. T'imagines? T'as palier, l'horreur. Alors j'exagère parce que c'était évidemment très léger. C'était pas aussi marqué que ce que je viens de faire là. Mais n'empêche que tu pourrais avoir un palier d'écart facilement avec quelqu'un qui aurait passé sur la cassette fraîche dans les années 80. Et donc là, je me dis, mince, ça se trouve, ce CD-là qui a été vendu des milliers de fois, il a été utilisé des centaines de milliers de fois auprès d'athlètes de haut niveau, auprès de gens qui ont joué leur entrée dans les forces armées ou dans la police ou chez les pompiers. Et tu te dis, mince, on a basé toute notre méthodologie d'entraînement sur une erreur fondamentale. Et tu vois, exemple concret, pour moi, je pense qui va arriver très souvent, c'est que beaucoup vont faire des tests sur tapis. En se disant, au moins, je suis sur tapis, si c'est 20 à l'heure, c'est 20 à l'heure, c'est normé, c'est simple, c'est carré. La majorité des tapis sont faux en allure. C'est très simple à mesurer. Tu mesures la longueur de ton tapis, tu regardes le temps qu'il y a à chaque kilomètre-heure, et au pire, tu as juste à soit recalibrer, soit à savoir que quand il t'indique 10, c'est 10,4 ou je ne sais quoi. Donc, tu vois, rien que ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mon athlète vaut tant. Bizarrement, quand ils le mettent en séance, c'est soit trop dur, soit trop difficile. Ce sera toujours la faute de l'athlète, pas du test. Alors que je pense que Sean, qui fait beaucoup de tests, je pense que beaucoup de tes tests viennent te conforter et te valider ce que tu penses et vois sur le terrain ou en distanciel. Et je pense que beaucoup ne vont pas faire cet effort de se dire, attends, c'est bizarre, je mets cette séance-là, on parlait de VMA. Même s'il y a des profils d'athlètes, si tu mets tel type de séance, tu sais que ça correspond près à 100% de la vitesse à VO2 max. Donc, s'il est capable de te faire 10 reps de plus ou qu'il craque dès la 5e, c'est qu'il y a un petit souci, tu vois. C'est pas juste qu'il est pas bon dans la terre ou c'est une maladie brégale. C'est pas mal levé ce matin. Non, et pour autant, je pense que ça arrive assez souvent. Ouais. Typiquement, nous, on a une merguez de tapis de course, un Norditrack. Norditrack, n'achetez pas ça. Non, mais le truc, alors quand on se fait de la haute intensité, on le sent encore plus vite. On sent instantanément quand on court à 18 km/h ou 19 km/h et d'un seul coup, on allume le ventilateur et que ça ralentit le tapis de course. Non, mais ça s'invente pas, ça. Sans déconner. Donc, méfiez-vous quand même les tests sur tapis. Pourquoi on a des tapis aussi sophistiqués en recherche, c'est
Aussi parce qu'il nous faut des trucs sur lesquels on Mais peut qui sont sauter calibrés extrêmement et souvent. qui sont recalibrés tout le temps. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. J'interromps cet épisode une seconde pour vous parler de Coach Profilage, ma nouvelle formation avec tous les experts de la planète prépa physique. Vraiment, ne loupez pas cette opportunité de vous financer avec le CPF ou avec n'importe quel organisme de financement. On vous apprend à profiler les athlètes. Depuis les EMG jusqu'aux plateformes de force, en passant par les ergomètres, on vous explique absolument tout pour monitorer la performance humaine. Je retourne à l'épisode. Ouais, pour rebondir là-dessus, tu as tout à fait raison. Je pense qu'il faut toujours contextualiser le test qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise comme matériel, qu'est-ce qu'on essaye d'extraire comme information, parce que le tapis, c'est pas la piste. Un vélo que tu as en extérieur, c'est pas les mêmes valeurs que tu as sur home trainer, c'est pas les mêmes valeurs que tu as en montée. Donc typiquement, selon les entraîneurs que tu prends, ils vont faire plusieurs tests dans plusieurs conditions différentes parce que tu peux pas transférer les infos d'un à l'autre. Alors qu'on se dit, j'ai fait mon test sur un biker, donc je peux le transférer sur un technogym. Encore une fois, le calibrage, il est pas forcément pareil sur le wattage. Tu regardes les tapis de course aujourd'hui, les tapis incurvés. On a fait des tests avec Claudia et d'autres crossfitters pour comparer les tapis incurvés. Ils sont pas calibrés pareil, absolument pas. Il y en a même qui montent de manière non linéaire les uns par rapport aux autres. Même dans la même marque. Même ça, même des fois dans la même compétition malheureusement, mais ça on pourra en reparler. Et au final, il faut toujours se poser la question, pourquoi je fais ce test et quelle information je veux extraire de ce test. Et si c'est faire un test qui va être sur le papier plus spécifique, comme le test navette pour un sport collectif comme le foot ou le rugby, ou moi qui bossais dans le rugby avant, j'aurais pu faire un Bronco sur le terrain qui est une version du test navette typiquement, on va dire, adapté au rugby. Mais le fait est que j'avais 40-50 bonhommes avec les deux sections seniors. J'avais une pré-saison qui durait 3 minutes 30 à peu près. Et il fallait que les mecs ils soient prêts pour courir sur le terrain. Par contre, j'avais une belle piste à côté. Donc, on a fait un échauffement. On a fait un demi-Cooper, donc un test 6 minutes ou un test VMA, comme certains l'appellent. Et moi, ça m'a permis de scinder en 3 groupes et d'avoir différentes distances de course pour les 3 groupes. Non, j'ai pas de données super précises sur qui que ce soit. Par contre, je peux organiser mon entraînement. Ça m'a pris très très peu de temps et j'ai, on va dire, maximisé les informations que j'avais en minimisant le temps investi dans le test. Et quand on va au bout de l'individualisation aujourd'hui, vu la versatilité, la portabilité, l'accessibilité même économique des capteurs d'échange gazeux aujourd'hui, honnêtement, moi j'ai du mal à comprendre qu'on reste encore sur des tests individuels à très haut niveau, à l'ancienne comme ça, alors que si on veut vraiment de la mesure, on l'a facilement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux commencer? Pour l'intro, évidemment, ce sera toujours la calibration et la qualité du matériel, parce que pour le coup, ça reste sur les portatifs des choses où il y a beaucoup de finesse dans la calibration, faut être formé. Dans la validation, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que on en revient toujours à la même chose, c'est est-ce que tu es OK sur ton matériel et ensuite est-ce que tu es OK pour l'analyser. Pour faire la conclusion de ce que Sean et moi on a dit avant, c'est déjà pourquoi je le fais et si je le fais, est-ce que je vais réussir à comprendre ce qu'il en ressort. Ça, pour moi, c'est le plus important. Plutôt que j'ai vu Sean faire une vidéo, il m'a, entre guillemets, vendu tel test, mais j'ai pas le recul pour. Si t'as pas le recul, bosse. Fais des formations, lis, écoute, vas-y plus lentement, mais vas-y pour quelque chose de concret. C'est vrai que je vois beaucoup d'entraîneurs qui s'équipent en gadget, mais qui prennent pas la méthode qui va avec. Pour moi, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Il faut d'abord se former aux différentes techniques induites par les technologies et ensuite s'équiper. Et j'imagine que ces mêmes personnes, si c'était il y a 10 ans que tu as vu ça, j'imagine que tu les as vus vachement et aussi ils sont un minimum, j'ai de l'intelligence un peu fort comme mot, en tout cas professionnels, voir qu'il y a une évolution dans ce qu'ils font, puis finalement tu dis, ah bah tiens, il y est venu. Peut-être pas toujours. Malheureusement, j'aimerais bien. Mais parce qu'il y a sans doute eu des erreurs. Les capteurs finissent dans le placard et prennent la poussière. Ouais, parce que c'est pas toujours facile de savoir où tu vas les imbriquer dans le processus d'entraînement. Et on parlait de. Excuse-moi de te couper. J'ai des métriques là-dessus. C'est que c'est pas des K5. Moi, j'ai pas vendu des K5, mais typiquement sur des plateformes de force. Qui sont quand même plutôt simples à apprivoiser, normalement, en apparence, on se rend compte qu'en fait, il y a 80% du parc qui finit au placard. On voit, il ne se connecte plus, en fait. Donc, soit il y a un gros problème de fiabilité à 6 mois, ce qui est évidemment pas le cas, soit, en fait, les gens ne les utilisent plus.
Et s'ils ne les utilisent plus, je vois bien les collègues à l'INSEP, je vois bien les collègues dans les clubs pro. Je vois bien que souvent, est-ce qu'ils savent pas quoi faire là-dedans. Et du coup, pour finir de te répondre, bah oui, évidemment. Pour le coup, j'en ai fait des centaines, notamment quand j'étais à l'INSEP et dans des fédérations. Et ensuite, j'ai délégué à d'autres collègues. Évidemment, si tu veux de la finesse, notamment sur du haut niveau, c'est hyper intéressant. Tout à l'heure, quand tu parlais du virgule quelque chose, mon triathlète qui est champion du monde versus l'autre qui est vice-champion du monde. Si je peux savoir si c'est 19-4 ou 19-7, c'est intéressant. Surtout sur des sports à habilité fermée où la dimension physiologique est la clé des champs. Tu parlais du rugby tout à l'heure en introduction. Évidemment, on n'a peut-être pas le même niveau de finesse dans l'analyse que chez des rameurs ou chez des coureurs de 800. Sauf que pour savoir l'analyser, tu l'as dit, ça demande pour moi une vraie formation qui est pas forcément dans les livres, qui est déjà juste dans la curiosité et d'en tester, essayer sur toi, sur tes potes, etc. Et est-ce qu'il y a besoin de ce niveau de finesse pour tout le monde? Je ne sais pas. Du moment, de mon point de vue, déjà, tu vois, Sean a beaucoup parlé des seuils. Est-ce que tous, on est capable déjà, sans avoir le matos, de se dire, tu vois, on sort ce soir tous les trois faire un footing, on commence à 8 et on monte tous les 2 minutes, j'invente le protocole d'1 km/h. Est-ce qu'on est capable, je pense, j'imagine tous les trois à peu près d'identifier nos seuils, mais est-ce que tous les entraîneurs, prep physique et athlètes, surtout athlètes, sont capables, alors qu'ils sont en footing, de se dire « Ah, je pense que je suis à peu près au premier seuil ». Déjà, si ça, c'est pas possible... Est-ce que ça vaut le coup de sur-monitorer les choses? Et si tu as déjà ce recul-là, je pense que dans ton quotidien, tu vas être déjà beaucoup plus fin et tu vas beaucoup plus comprendre pourquoi. Attends, là, je fais peut-être une erreur parce que alors que je suis censé être en zone 2, comme nous l'a dit tout à l'heure Sean, et que c'est peut-être là où j'ai le plus de volume d'entraînement dans mon sport. Ça va aussi avec un niveau de performance. C'est-à-dire que normalement, quand tu arrives sur des équipes nationales en sport d'endurance, à plus forte raison, ou même en sport collectif, on peut espérer que cette étape-là soit franchie. Et là, on espère. Et je pense que, à mon avis, tu peux y aller dans les deux sens. Tu peux partir de l'idée qu'il faut un prérequis de ressenti, de terrain, de comprendre ces choses-là. Et à mon avis, ça, c'est fondamental. Et les tests plus poussés, ils peuvent soit venir compléter cette approche terrain. On fait ça avec mon collègue Max toutes les années. Il a un club le Lausanne Athlétique en Suisse, où il entraîne ses coureurs de demi-fond. Et chaque année, sur 4-5 jours, on teste une grande partie de ces jeunes sur le même tapis, avec le même matos. Ça fait 4 ans qu'on fait exactement le même protocole, exactement la même chose. Et c'est marrant parce qu'il y a une grande part de pédagogie, et je reviendrai là-dessus, pourquoi je répéterai pourquoi c'est important juste après. Mais il y a des jeunes, ils font les tests et ils se disent « Ah, mes seuils, ils n'ont pas bougé, je suis nul ». Non, t'as enlevé 4 secondes à ton 800 cette année. Les infos du test, elles sont complémentaires aux données de terrain. Et il faut les contextualiser. Et c'est pour avoir une vision globale de l'athlète, son développement, toujours le même moment de la saison. Donc là, ça peut venir compléter ce qu'on fait sur le terrain, mais ça n'enlève pas qu'il faut savoir ressentir les choses, il faut savoir se gérer à l'entraînement. Et je pense pas qu'on doive opposer les données physiologiques et le ressenti. À mon avis, c'est une grave erreur si on essaye de faire ça en disant ah non, c'est mieux d'avoir des données mesurées parce que c'est objectif, alors que le subjectif, c'est moins valable. Je suis pas du tout d'accord avec ça, alors que je suis amoureux de la physiologie et des datas. Mais après, dans l'autre sens, je pense que même pour des amateurs qui veulent s'informer, moi, j'ai fait beaucoup de tests de profilage physio, on va dire, dans cet axe-là, dans un axe pédagogique et d'apprentissage. C'est-à-dire, on va mesurer des choses et ça va t'aider à comprendre qu'est-ce que tu ressens et comment ça c'est comme ça que pensent les Britanniques. Clairement, quand j'étais en Grande-Bretagne, on avait 2 physiologistes par équipe nationale, même les petits sports, qui ont été renvoyés par le staff de l'époque dans leur 22 en disant « Laissez tomber, c'est trop tôt ». Ils savent pas faire les mouvements ou Chikomi, ils savent pas faire les mouvements de judo, la répétition de mouvements proprement. Commençons par ça avant de commencer à les éduquer. Ça revient un peu à ce que tu disais. C'est de la même manière que la sensation judo à un moment donné d'un placement d'un truc équivaut à la sensation sur le terrain d'un biofeedback quand tu es en train de courir. C'est un peu les mêmes repères de mon point de vue. Si t'as pas ça, alors ton physiologiste te sert à rien. Et les Anglais répondaient à ce que tu disais. En fait, c'est pas la question en fait. On va éduquer les gens par la donnée. On va éduquer les gens par le retour, non pas ressenti, mais objectivisé. Et puis, on va collecter de la data. C'est-à-dire qu'à un moment donné, malgré tout, on choque quand même des cinétiques, on choque quand même des plateaux, on choque quand même des SC Max plus ou moins, parce que quand même, on sait que
Il faut un certain niveau d'expertise pour aller chercher sa propre FC Max. Et Si même elle existe. si même. Et allez-y quand t'as un ours qui te court après, quoi. C'est ça. C'est ça. Pas quand tu es sur un rameur. Ouais. Incrémentation progressive. Alors après, bon, voilà, il y a les deux qui existent. Probablement que faire un peu des deux, j'imagine. Ouais, on peut faire des deux. Et Pourquoi là où je rejoins Sean, c'est que moi, la majorité du temps, ça vient objectiver et c'est une base de discussion. On en revient toujours à la même chose. Du coup, c'est pour avoir une base de discussion, c'est pour moi, il ne faut pas juste faire un test. C'est que ça doit nourrir la personne qui accompagne, l'entraîneur, le prep physique, l'athlète, les parents si c'est un jeune, etc. Et du coup, là où Sean a raison, c'est OK, ces seuils sont restés, j'en sais rien, 13 et 15, j'invente totalement. Mais au 800, il a gagné 4 secondes. Bon, bah, faut qu'on creuse pour essayer de comprendre ça. Et là, pour le coup, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est de la curiosité et d'essayer de comprendre, de tester, de se tromper, pour se tromper le moins possible à l'avenir, etc. Et pas juste tester pour tester, quoi. Toi, tu as fait comme moi beaucoup de fédérations. Oui. En France, en tout cas. On t'a commandé beaucoup de tests, comme moi. Tu as eu beaucoup de débriefs, toi, après, brainstorming collectif sur les données, sur de vrais débriefs, comme ils font des débriefs de compète, et encore. Alors, moi, oui, parce que comme tu le sais, j'ai eu la chance de passer après Yann, Ouais. qui était un tueur là-dedans. Qui avait balisé le terrain. Et qui soit de Yann Lemer. Yann Lemer, qui soit m'a donné les bébés, soit m'a introduit auprès de personnes. Évidemment, tu connais Yann à l'époque où moi j'y étais. Il avait une aura dans notre métier qui faisait que ça me validait. Et il me mettait dans un environnement plutôt peace à la base. Par contre, là où je te suis, c'est que j'ai pu discuter ou aller un petit peu dans d'autres fédérations, dont certaines que tu connais bien. Et c'était beaucoup plus complexe. Il aurait fallu être beaucoup plus patient. Et moi ensuite, je suis parti dans les sports pro pour différentes raisons. En tout cas, il y a cet objectif il y a cette obligation de patience, parce que dans des contextes où ils connaissent pas trop ça, la réponse sera souvent ouais, mais tu connais pas ma discipline. C'est pas la question que je la connais pas. On serait d'essayer de voir s'il est endurant, par exemple, ton judoka. Se poser des questions tous ensemble là-dessus, et ça décante lentement. Ouais. Et souvent, les entraîneurs, ils t'envoient quelqu'un. J'imagine qu'ils attendent un rapport avec des réponses claires. Alors, ça, il y en a qu'on peut donner, certaines. Et puis, de mon point de vue, il y en a d'autres qui vont prendre un peu plus de temps, sur lesquels il faudra revenir dans quelques mois et re-brainstormer. Et même ce brainstorming, d'ailleurs, c'est là qu'on touche un peu à la science, on touche un peu à l'art, quelque part, quelque chose d'autre. La croyance même. Ouais. Parce qu'à mon avis, à mon avis, aujourd'hui, on est trop centralisé sur le processus scientifique et on pense que le processus scientifique va nous donner toutes les réponses. Alors que l'outil de la science, en tout cas tel que je le comprends, c'est pour nous dire ce qui est. On mesure, c'est des infos, c'est des informations. Mais il n'y a pas de jugement sur l'information, c'est-à-dire que la science ne dit pas quoi faire avec ces informations. Et c'est là où le débrief, les échanges, c'est là où ça, c'est extrêmement important, c'est même indispensable pour compléter et complémenter les données, parce que les données seules, elles nous disent rien. Elles nous disent ce qui est, mais il faut faire le lien avec le terrain, il faut faire le lien avec ce qu'il faut faire. Et quand les entraîneurs te disent « tu comprends pas ma discipline », moi, ce que j'entends, c'est « tu comprends pas la culture de mon sport ». Parce que physiologiquement parlant, au niveau des demandes, etc., tu la connais peut-être aussi bien, voire peut-être plus, mais c'est la culture dans laquelle ce sport est à l'heure actuelle, les contraintes que la culture et peut-être la politique même de la fédération du sport, du club, a comme emprise là-dessus. Et souvent, je trouve que c'est ça qui est limitant, c'est les croyances autour de ce qu'on fait. Après, les données, elles viennent juste essayer de rajouter quelque chose, mais il faut qu'il y ait la porte ouverte aussi dans le système de croyances pour apporter ces informations supplémentaires. Ce qui est chaud, c'est quand la croyance est complètement défiée par la data et par ton exercice. Alors là, tu deviens inaudible en quelques secondes. Carrément, et que la personne veut se protéger. Ouais, là, il y a des enjeux de garder son poste, des enjeux de garder la face, de pas se tromper. Alors que moi, personnellement, en tant qu'athlète, mon entraîneur m'aurait dit, écoute, il y a une nouvelle info qui vient de sortir, on a tout faux. On s'est complètement ouvert. Il faut qu'on fasse complètement autre chose. Franchement, moi, ça m'aurait pas inquiété du tout. Bah surtout, je pense que... Ça m'aurait plutôt rassuré. Ouf. Là, on parle d'athlètes, en l'occurrence, sur les exemples que tu donnes, qui sont pas nuls, quoi. Ouais. Donc,
complètement se tromper, ça veut dire que déjà, on s'est pas complètement trompé. Non, mais sur un Bien paramètre, sûr, tu parce vois, que je veux dire, si je dis une bêtise, t'es finaliste mondial, c'est qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent. voilà, Ouais. peut-être un paramètre. Et du coup, là où tu vois, Yann m'avait très bien formé, c'est prends ton temps, observe avant de parler, prends le temps d'aller boire des cafés avant avec eux, etc. Et parce que là où tu as raison, et où Sean avait raison, c'est regarde comment ils font, essaie de t'y intéresser. Et du coup, bah, avant de dire, les gars, là-dessus, vous êtes à la rue parce que vous faites pas et vous êtes nuls là-dessus, bah, ça se trouve, ils font déjà plein d'autres choses très bien et qu'on va pouvoir discuter de ça parce que même moi, ça peut me tirer vers le haut, ça peut mettre en avant des choses positives qu'on a relevées dans le test avant de se dire, ah, par contre, au bout de X heures d'entretien ou X rencontres, il y a un point où je crois qu'il y a 2-3 petites choses à améliorer, mais c'est un point de détail dans la planif, mais là où tu as raison, qui peut être une faiblesse, qui va pas mettre en valeur tes gros points forts. Et pour le coup, on parle beaucoup de physiologie, mais moi, si je retiens une chose de tous les tests que j'ai faits, notamment dans les sports d'endurance, ce qui est un peu difficile à partir du moment où on parle d'aérobie, c'est que tu as besoin d'un peu tout. Ce système cardiovasculaire, c'est plein d'étapes. T'en as qui se développent qui a très basse intensité, d'autres à très haute, si on devait faire simple aujourd'hui. Donc déjà, tu sais que tu dois tout faire. Mais du coup, quelle proportion en fonction du sport, du profil, etc. Donc déjà, de base, tu peux pas, comment dire, t'es forcément obligé de faire des mini-erreurs parce que tu fais des choix arbitraires. Et du coup, il y a des vrais éléments de discussion et je pense parfois des vrais oublis par méconnaissance parce que dans tel environnement, on a beaucoup fonctionné comme ça. Ouais, mais si ton sport, il met en jeu le système cardiovasculaire, il y a peut-être une case du puzzle, tu peux pas t'en passer, en fait. Ouais. C'est peut-être juste qu'évidemment, je sais pas, un mec qui fait du plongeon, il va pas devenir marathonien. Mais est-ce que l'aérobie en a besoin? Moi, je pense que oui, à haut niveau. Et parfois pour des raisons compétitives, parfois pour des raisons d'entraînement. Voilà. Premier Et exemple, bien physio, sûr, tout à l'heure. au judo, tu vas pas devenir un meilleur judoka en faisant des footings, un judoka directement. Par contre, sur du long terme, si on réfléchit à l'intérêt d'aller faire de la basse intensité, dans certains développements physio liés au judo et ou au profil de compétition de judo ou de calendrier, peut-être qu'il y a des arguments pour la basse intensité. Bien sûr, il ne faut pas que ça prenne le dessus sur le spé, je ne suis pas bête. Non, puis encore une fois, il y a plusieurs aspects. Tu as le modèle de performance compétitif et tu as le modèle d'entraînement. Et la compétition en judo, bah, par exemple, ok, c'est 4 minutes entrecoupées de maté, voilà, ok, on va passer 11-12 minutes sur je n'ai pas les dernières données, mais c'est un truc comme ça. 11-12 minutes sur le tapis, fractionné sur des relances d'intensité, plutôt pas hyper hautes, mais entre les deux. En fonction du style de judoka, ça peut varier énormément, mais enfin voilà, on a une espèce de truc qui est là sur de l'aérobie à très très haute intensité, qui dans un premier temps a une bonne consonance lactique, ok, très bien. Sauf que pour arriver à ça, l'entraînement, 9 fois sur 10, dans la plupart des pays, ils font 8 randori, 10 randori, qui font 5 minutes, où il n'y a pas de temps de récup, ça enchaîne, ou alors temps de récup égale temps d'effort, donc avec vachement d'enjeux, parce que tout le monde regarde, donc il faut moins tomber, machin, donc on fait un autre judo, beaucoup moins risqué, mais aussi beaucoup moins expéditif, donc beaucoup moins intense. Donc en filière, il y a des filières d'entraînement, puis des filières et des profils de compète. C'est pas forcément les mêmes. Et du coup, pour être performant en compète, il va falloir passer à travers l'entraînement, donc il faut arriver à t'entraîner, à être bon à t'entraîner. Et il y a cet aspect-là, on va dire, culturel de l'entraînement, qui des fois n'est pas directement lié à ce qui est demandé en compétition. Mais souvent, ce que je vois, vis-à-vis des entraînements dont on parle, notamment de l'endurance, au service d'un autre sport qui n'est peut-être pas un sport d'endurance, c'est qu'on va souvent pas assez se poser la question de est-ce que ça va m'aider à m'entraîner pour mon sport? On se pose trop souvent la question, à mon avis, de la spécificité. Et je pense on interprète malheureusement mal ce principe de spécificité qui nous dit au final juste que le corps il s'adapte à une contrainte que tu lui imposes. C'est ça le principe de spécificité. Et après, ça ne veut pas nécessairement dire que toute activité que tu fais dans tes entraînements doit absolument ressembler à ou être spécifique à ta compétition. Au contraire, même des fois. Je dirais même que plus tu es débutant, plus c'est vrai. C'est-à-dire que plus il faut que tu fasses ton sport parce que tu es nul pour commencer, donc fais plus ton sport, tu deviendras meilleur. Mais plus ton niveau augmente et plus juste faire ton sport, ça suffit pas. Et il faut le compléter avec une bonne base de PPG, peut-être des entraînements d'endurance, peut-être de la force, peut-être même aller faire du ping-pong pendant 3 mois pendant l'été pour te désentraîner un peu et te donner la place mentale et physique de te réadapter derrière et de te relancer dans un cycle de 4 ans d'entraînement. Donc, il ne faut pas juste penser à la compète. Il faut aussi penser à l'entraînement, comme tu l'as dit. Et des fois, il faut s'entraîner
pour plus ou mieux s'entraîner pour ensuite pouvoir performer dans son sport. Et comme tu as dit, quel public t'es en face de toi? Parce qu'on parle beaucoup de haut niveau, là, mais si c'est des gamins ou si c'est des débutants adultes, déjà, c'est deux opposés de besoins physio. Même si eux, la commande, c'est la même, j'aimerais bien gagner le dimanche. Mais du coup, toi, dans ta démarche d'entraîneur, combien de temps j'ai devant moi? Est-ce qu'il faut pas des fois que je prenne des raccourcis pour qu'il soit vite assez fort quand même, sinon je vais perdre mon contrat? Mais en même temps, j'aimerais bien en faire un bon judoka ou je ne sais quel autre sport d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il y a des aspects physio qui prennent plus de temps que d'autres. Et ou qui doivent être plus récurrents. Et qui ne te rendront pas forcément meilleur sur le tatami dimanche prochain. Ouais. Il y a quand même un travail de fond qu'il faut accomplir et qui justifie aussi qu'à un moment donné, on sorte un tout petit peu de ces repères spécifiques. J'aimerais bien qu'on prenne 3 secondes pour parler effectivement des aspects spécifiques parce que, d'une part, le tout spécifique, je suis complètement d'accord avec vous, à un moment donné, on en revient. À un moment donné, il faut réduire ce curseur-là, ce qui n'est pas une mauvaise note de charge. Si je mets 0 sur 10 en spécifique, c'est pas une charge nulle. C'est juste une charge qui est, en apparence, moins transférable à court terme. En tout cas, qui a moins de proximité avec mon activité cible. Mais, encore une fois, je fais parfois rentrer la boule en 3 bandes, donc il faut bien penser à ça. Ensuite, qu'est-ce qui est spécifique? Est-ce que ce qui est spécifique, c'est de singer la discipline? Sur le plan moteur, évidemment, la version la plus grossière de ça, le boxeur qui boxe avec des gilets lestés et des poids dans les mains, par exemple, voilà, ou qui boxe plein de mecs en même temps. Enfin, où est-ce qu'on arrête le délire? Voilà, de l'ultra spécifique et de la gestion de la charge. Parfois, le spécifique nous amène à être aspécifique, ce que j'essaie de dire. Et puis, finalement, est-ce que ce qui est spécifique au boxeur, c'est justement d'avoir une bonne base aérobie qui lui permet d'enchaîner les rounds, de rester lucide jusqu'à la fin du combat, parce qu'on sait qu'il va avoir du mal à mettre KO au début, parce que c'est son style de boxe, etc. Et donc, pour lui, la course ou le vélo à basse intensité à un moment donné relève du spécifique. Ouais. Alors que ça ne ressemble pas. Et donc, il ne faut pas confondre intégrer et dissocier et spécifique et général. C'est 2 problématiques qui sont complètement compatibles. Et donc, on peut très bien être dissocié et spécifique. Exemple, l'haltérophilie, c'est spécifique au golf. Pourquoi? Parce qu'on a une triple extension. OK, il faudra rajouter un moment donné de la dissociation bassin-épaule, mais n'empêche que c'est documenté. Il y a une corrélation très forte entre la distance de frappe en swing et la détente sèche. Celui qui tape le plus loin, c'est celui qui saute le plus haut. Celui qui saute le plus haut, c'est celui qui épaule le mieux. Donc, à un moment donné, en 3 bandes, je vais faire rentrer ma boule haltéro spécifique pour le golfeur. Ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, c'est un autre sujet. Est-ce que je vais réussir à créer l'adhésion? C'est encore un autre sujet. Est-ce qu'il faut toujours l'adhésion pour progresser? C'est un peu la question que j'ai envie de te poser parce que toi, tu entraînes des crossfitters donc qui bandent de haute intensité, qui vivent pour ça. Et quand tu les emmènes faire de la zone 2 ou pire encore, voilà, c'est l'alarme à l'œil. Les mecs vont t'insulter pendant 50 minutes. Ouais. C'est pas toujours populaire. Après, faut le dire quand même que j'ai commencé à parler de ce concept de basse intensité il y a quelques années parce que justement, je découvrais les sports d'endurance d'un point de vue, on va dire, théorique et j'essayais de comprendre justement ces différents leviers, ces différentes composantes et je voyais au fur et à mesure de mes recherches, de mes interviews avec différents coachs, différents physiologistes qu'il y avait ce sujet récurrent de la basse intensité qu'aujourd'hui certains appellent zone de endurance fondamentale. C'est un peu un terme global, on va sans aller dans les détails de qu'est-ce que la zone 1 ou 2, mais en gros, en dessous du premier seuil, c'est facile, tu peux le faire pendant très longtemps, ta fréquence cardiaque, elle reste stable. C'est chiant à mourir, de ne pas s'en c'est chiant à mourir, une randonnée, c'est une perte de temps, t'as meilleur temps de faire du HIIT. Et forcément, c'est très contre-culture par rapport à ce qui a été fait pendant très longtemps au CrossFit. Mais c'est aussi, je pense, arrivé à un moment où tu as parlé du pendule, hein, de ce qui se faisait à l'époque, de la partie du HIIT qu'on nous a bassiné pendant des années, qui maintenant revient et bascule dans l'autre sens. À mon avis, certains appellent ça une mode. À mon avis, c'est juste le balancier de la périodisation qui fait son travail. Ce que je veux dire par là, c'est que le meilleur entraînement, c'est celui que tu n'as jamais fait ou que tu n'as pas fait depuis très longtemps. Donc, si tu n'as pas fait de HIIT depuis très longtemps parce que tu as fait que de la base et tu as une énorme base foncière, mais tu es un diesel et tu n'avances plus, eh ben, faire du HIIT, ça va te faire du bien parce que ça va te permettre de redévelopper ces qualités-là. En plus de ça, tu ne l'as pas fait depuis longtemps, donc ton corps, il est resensibilisé à ça, il va répondre. C'est ces fameux progrès de débutant. En gros, c'est le début de la courbe d'adaptation où
ton corps répond beaucoup pour un petit investissement en énergie. Là où, si tu le fais pendant des années, il va beaucoup moins répondre en termes d'adaptation. Ça va te coûter beaucoup plus cher aussi. Et au final, la meilleure approche, c'est de se dire, je ne vais pas juste choisir une méthode et faire ça toute ma carrière. C'est que je vais utiliser cette approche-là pendant une période de temps. Et quand ça marche plus, il va falloir penser à autre chose ou penser différemment. Je me rappellerai toujours, et ça m'avait beaucoup marqué par rapport à ça. J'avais reçu sur le podcast Alex Hutchinson, qui a écrit le bouquin Endurance, qui est phénoménal pour ceux que ça intéresse. Et il parlait de sa carrière de coureur. Il était un coureur d'un bon niveau. Et je crois qu'il avait commencé aux États-Unis à l'école. Il avait atteint un bon niveau en course. Après, il était parti pour ses études au Canada. Un nouvel entraîneur, une nouvelle philosophie d'entraînement. Ça marche mieux pour moi. Il continue à progresser. Il atteint un plateau. Il part en Grande-Bretagne. Nouvel entraîneur, nouvelle philosophie d'entraînement. Oh, boum, il commence à progresser à nouveau. Et au final, après avoir fait quelques étapes, il s'est rendu compte, en fait, c'est pas que celle-là, elle est meilleure pour moi. C'est juste que c'est nouveau, c'est différent, c'est une nouvelle approche. Et ça me permet de continuellement, en fait, me développer. Alors que si tu restes bridé dans la même vision tout le temps, il y a certainement un moment donné où ça va te limiter. Donc, si je reviens au crossfitter, la haute intensité, ça marche super bien, surtout quand on n'a jamais fait. Donc, le crossfit, quand tu commences et tu n'as jamais fait de HIIT et tu n'as jamais eu ce genre de stimulus, ça va payer très, très rapidement. Tu progresses vite, tu gagnes en masse musculaire, tu gagnes en VO2, etc., etc. Jusqu'au jour où tu as commencé comme une 2 chevaux. Donc, tu as un petit châssis de 2 chevaux avec un moteur qui fait littéralement 2 chevaux. Tu t'entraînes pendant des années, tu développes un V8 turbo dans un châssis de 2 chevaux. C'est-à-dire que tu as un énorme moteur, tu peux produire beaucoup d'intensité, mais tu n'as pas la base qui va avec. Et quand tu arrives à ces niveaux-là où tu peux bouger des centaines de kilos en termes de charge, que ce soit en haltéro ou en force, tu peux avoir des performances à haute intensité en cardio qui sont très, très respectables, mais que tu essaies de t'entraîner 3 fois par jour, et que tu n'as pas la base aérobie derrière pour soutenir, on parlait de ça juste avant, la base, le volume d'entraînement et la charge d'entraînement que tu essaies de te mettre, passer par cette case endurance fondamentale, pour certains, c'est une nécessité parce qu'ils ont déjà fait tout ce qui était en haut et maintenant, c'est le temps de repasser par le bas pour compléter leur profil. Donc, encore une fois, ceux qui n'ont pas besoin de basse intensité et pour qui la haute intensité à tous les coins de rue fonctionne, continue. Mais prête attention aux signaux que vont t'envoyer de ton corps quand ça commence à coincer, quand tu commences à mal dormir, quand tu vois que tu progresses plus comme avant, quand tu vois simplement que des fois même tu régresses alors que tu t'entraînes plus fort qu'avant, peut-être qu'à ce moment-là, la solution, c'est pas de faire plus ou plus fort, mais c'est de repenser un petit peu ton approche à l'entraînement et de rajouter des composantes, notamment vis-à-vis de l'endurance, que tu n'avais pas utilisées avant. Et pour le coup, tu posais la question de la basse intensité, Aurélien. Moi qui viens de sport très endurance à fort volume, tu parlais de Seiler, je ne sais plus si c'était avant ou après qu'on lance l'enregistrement. Seiler, à la base, quand il invente, entre guillemets, le polarisé, c'est juste qu'il a eu accès, et les Scandinaves sont très forts pour ça, aux données d'entraînement sur 20, 30, 40 ans de différents sports où ça s'entraîne beaucoup. Ski de fond, biathlon, aviron, triathlon, etc. Athlétisme. Et du coup, il se rend compte qu'au fil des années qui avancent, ça polarise de plus en plus. Globalement, le volume d'entraînement grossit, mais ils ne s'entraînent pas plus dur, mais plus de volume facile. Et ils ont l'air de progresser parce qu'ils sont tous... Les critères d'inclusion de Seiler, c'est toujours podium mondial, podium olympique. Tu ne veux pas dire que les mecs avancent pas, ou les filles. Mais c'est souvent plutôt des mecs parce qu'il y a souvent moins de filles dans les études, malheureusement, même à haut niveau. Et là où je suis Sean, c'est que, tu vois, même moi, dans le triathlon, si on retombe sur le triathlon, où je pourrais te dire, les hommes, c'est des premiers seuils à 19 chez les meilleurs Français, tu pourrais me dire, c'est parce qu'ils ont une énorme base aérobie. Oui, évidemment. Grosse base aérobie, grosse efficience de course, il n'y a pas de débat. Pourtant, là où je suis Sean, c'est que quand on les récupérait à l'époque en pôle, où ils venaient d'environnement club où tu peux ne t'entraîner qu'une fois, donc en triathlon, c'est pas suffisant. Parce qu'à un moment donné, si tu peux t'entraîner qu'une fois par jour avec 3 sports à faire, plus la muscu, il manque des choses. Et du coup, en pôle, tu dois t'entraîner 2 fois, 3 fois, voire 4 fois par jour. Donc, ils ont souvent ce réflexe de, comme en club, il fallait toujours que ce soit plus ou moins dur parce que c'est là qu'on crée le plus d'adaptation. Comme toi avec la haute intensité, on y va plein faire, même quand c'est sans être un footing. Jusqu'au moment où, comme Seiler l'a beaucoup découvert, c'est qu'avant de parler des adaptations physio purement perf, pour moi, la plus grosse adaptation de la basse intensité, c'est qu'on va beaucoup mieux tolérer les charges, quelles qu'elles soient. Tu parlais des charges d'entraînement, mais moi, sur mes études de thèse, où comme tu sais, Aurélien, on allait voir sur quel curseur il faut pousser dans les sports d'endurance pour que ce soit efficace, et pourquoi ça déconne, etc. La majorité des mecs qui pétaient, c'était pas lié à notre surcharge d'entraînement, c'était lié au fait qu'ils avaient des choses dans leur vie qui leur coûtaient en plus de l'entraînement.
Et bizarrement, ceux qui ont le plus gros nerf vague, donc le nerf vague le plus challenge, donc ceux qui, quand tu mets tout bout à bout, ont un système nerveux robuste, mais qui sont aussi ceux qui, depuis le plus longtemps, font plus de volume d'entraînement, ce sont ceux qui encaissent le mieux la charge globale, donc aussi ce sont ceux qui, dans des sports comme le crossfit ou le judo, pourront mettre plus de séances de haute intensité dans une semaine ou dans un mois, ou ce que tu veux. Et puis dans ces sports-là, évidemment, si tu veux mettre plus souvent de la haute intensité, en tombant moins souvent malade, en te blessant moins souvent, etc., il y a de grandes chances que tu sois meilleur dans ton sport. Donc meilleur dans ton spécifique. Et tu peux pousser la réflexion, pardon, sur même de la force athlétique, par exemple. J'ai discuté avec pas mal de pratiquants là-dessus. Et quand tu es limité à 3 séances par semaine parce que ton corps peut pas récupérer de 4, peut-être qu'un cycle d'endurance qui n'a rien à voir avec ton sport pendant la hors-saison, pendant 8 semaines, te redonnera un petit peu plus justement de cette capacité à encaisser le travail, peu importe la nature du travail. Et peut-être que maintenant, tu peux faire 3 jours et demi, 4 jours par semaine. Et comme tu viens de le dire, ça va te permettre de mieux performer dans ton sport. Bon. Quelle était la rationalité derrière l'intervalle training tous azimuts? C'est de passer le plus de temps possible dans les zones proches de VO2 max. Ça, c'était vraiment l'objectif. Avec finalement, quand on fait le bilan, plutôt des adaptations périphériques, voire franchement locales, quasi neuromusculaires et psychologiques. Donc, beaucoup de tolérance globale à l'effort à haute intensité. Donc effectivement, en faisant ça, on emmène tout le reste. Pas de sujet, seulement comme vous le rappelez tous les deux, à un moment donné, on se rend compte qu'on plafonne. Il suffit de s'entraîner un tout petit peu à haute intensité pour le vivre. Et il faut l'encaisser. Et il faut l'encaisser. Mais ça peut arriver chez certains très tard. Ça peut arriver très très tard. Les crossfitters que tu as, ils sont déjà internationaux. Ils sont déjà très forts. Effectivement, les adaptations plus centrales qu'on va provoquer sur la plus basse intensité, on peut en citer quelques-unes, l'épaisseur du myocarde par exemple, le volume d'éjection systolique, évidemment l'activité mitochondriale, le volume plasmatique, tout un tas de facteurs physiologiques qui vont faire ce que tu décris, vraiment le tank derrière, le gros du moteur. Et c'est ce qui fait qu'un jour, Eliane Lemer, on va me reciter encore une fois, parce que je pense qu'il le mérite. Si vous ne connaissez pas Yann, c'est lui qui anime le réseau YLM Sport, avec les petits bonbons blancs qui font des infographies de vulgarisation scientifique, excellent. Yann, donc, qui œuvrait à la recherche à INSEP à l'époque, il me dit, en fait, c'est assez simple. Quand les gens plafonnent, tu les fais basculer. C'est assez simple. Quand tu vois que les différents facteurs qui sont tes metrics, tes North Star metrics, tes KPIs, quand ces metrics-là stagnent, change de camp. S'ils étaient en haute intensité, tu les rebascules en basse intensité. S'ils étaient en basse intensité, ils faisaient de la mitochondrie H24, tu les remets sur du périphérique et ils vont repasser un cap. Et du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis et je trouve ça finalement très simple comme conseil. Très très simple, mais hyper efficace. Carrément. Et si en plus l'athlète a déjà été bien formé, tu prends pas grand risque à pendant quelques semaines enlever quelque chose pour mettre autre chose. Non. Ou s'il est débutant, tu vas remplir une case qui n'existait pas. Voilà, la question, c'est la résistance du milieu. La résistance de l'entraîneur, la résistance du préparateur physique quand tu es sport scientist et que tu collabores, la résistance de l'athlète lui-même. Et c'est vrai que quand, on en parlait tout à l'heure, quand tu t'adresses à des gens comme ça, il faut quand même créer l'adhésion et puis faire comprendre parfois qu'il faut peut-être faire des trucs qui ne nous plaisent pas, en fait. Ouais, et je pense que ça devient de plus en plus vrai, plus ton aspiration à atteindre ton plus haut potentiel est là. C'est-à-dire que si tu veux être le meilleur dans le monde à ce que tu fais, il faut arrêter de vouloir aimer absolument tout ce que tu fais à l'entraînement. Il y a des trucs que tu vas devoir faire qui sont peut-être pas le plus fun. Pas te contenter de juste faire les trucs que tu aimes. C'est vrai dans tous les métiers. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans le sport métier passion, les gens ils s'imaginent que ils font du plongeon comme tu disais, ça que du plongeon toute la journée. Non, à un moment donné, tu es obligé de faire un peu d'haltéro, tu es obligé de faire un peu de gainage, tu es obligé de faire un peu de cardio. Enfin... Et tu parlais d'adhésion. Une stratégie que j'ai trouvée, notamment avec les coachs, préparateurs physiques qui veulent mettre en place ce travail mais qui savent pas comment le vendre à leurs sportifs et qui a beaucoup de résistance dans justement peut-être la culture de leur sport ou dans leur club, etc. Trouver 1 ou 2 sportifs qui sont volontaires et qui veulent faire le travail. Et donnez-vous 8 semaines, 12 semaines pour faire le taf et montrer en fait les résultats que ça peut apporter
de travailler, on va dire, éloigné de la spécificité de ton sport. Et ensuite, tu verras que dans 8 semaines, 12 semaines, quand les autres ils commencent à prendre le dessus, quand ils commencent à avoir des meilleurs perfs à l'entraînement, meilleurs récup, meilleurs perfs en compétition, et ben, tout le monde va venir gentiment te voir en disant tu sais, le truc là que je voulais pas faire, ben, en fait, peut-être que j'ai envie de commencer. Et pas... Excuse-moi. Non, Pour moi, il y a ces deux choses. Tu as raison, c'est que s'il y a un collectif, tu as des leaders, ça devient simple. Leader par l'exemple et par le niveau, il n'y a rien de plus simple. Si c'est le plus fort et qu'en plus il fait ce qu'il faut, toi, tu n'as rien à faire. Et tu vous parlez beaucoup de pédagogie depuis tout à l'heure, tous les deux. Tu as beaucoup rendu hommage à Yann, mais je pense qu'il m'a très bien informé là-dessus, même si du coup j'avais vraiment déjà cet ADN. C'est que moi, je pense que justement, quand tu parlais de milieu réfractaire, un peu fermé, pour moi, il est vraiment important de faire ce qui nous anime tous les trois, d'aller refaire de la pédagogie, de la vulgarisation, de prendre le temps. Ce qu'on a fait très vite tout à l'heure sur la basse intensité, de prendre plus le temps d'expliquer, voilà, la basse intensité, je t'explique ce que ça fait. Je te dis pas que je veux que tes judokas deviennent marathoniens, je t'explique ce que ça fait. Toi, explique-moi ce qu'est le judo. S'il n'est pas trop mauvais dans l'explication du judo, la conclusion va être, ah putain, mais la basse intensité, c'est pas con, Anel. Et tu le fais en tête avec lui, t'es pas face à ses athlètes. Donc tu l'as pas mis en porte-à-faux. C'est lui qui va s'approprier le message. C'est lui qui va se l'approprier. Peut-être même ils ont l'impression que ça vient de lui, qu'ils ont passé un cap grâce à lui. Tu t'en fous, t'as rempli ta mission, t'as validé auprès du coach. Et puis si t'es en direct avec des athlètes, bah évidemment tu peux aussi le faire en direct avec des athlètes. Et moi j'ai aucun souci sur des athlètes de très haut niveau qui visent des podiums mondiaux à refaire ce travail-là, alors que peut-être que je les entraînais déjà. Donc ça sous-entendrait, mais pourquoi tu l'as pas fait avant, Anel ? Parce que soit c'était pas le moment, soit moi-même, je suis curieux et je vois qu'il faudrait qu'on prenne cette orientation. Je vais vous expliquer pourquoi et on va essayer d'y aller ensemble. Et Anaël parlait avant de l'importance de comprendre le vocabulaire du milieu dans lequel tu te trouves. Si l'entraîneur il parle de VMA, qu'est-ce qu'il veut dire par VMA et pourquoi est-ce qu'il utilise ce terme ? Ce qui fait que toi, tu peux venir t'imbriquer dans sa manière de voir les choses et on va dire le langage qu'il va utiliser. Et dans l'autre sens aussi, c'est à nous d'aider les entraîneurs, les coachs à décoder ce que disent les sportifs. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai jamais assez d'énergie, je récupère mal en fin de semaine, je suis toujours fatigué, dans l'autre sens, hein, je suis pas vif, je suis plat, j'arrive pas à accélérer. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça peut vouloir pointer du doigt en termes de manquement dans ce spectre d'intensité dont on a parlé depuis le début et quelles cases je dois cocher parce qu'au final, les cases, elles sont là et à mon avis, dans l'année d'entraînement, elles devraient toutes être cochées, certaines plus que d'autres selon la discipline, etc. Mais en gros, s'il y a un truc que tu fais pas du tout depuis très très longtemps, il y a de grandes chances que ce soit un des facteurs limitants pour ta progression. Donc, savoir décoder ce que dit le sportif ou l'athlète, peu importe son niveau, pour se dire « Ah, s'il dit ça, ça veut dire qu'il lui manque certainement ça et ça. » En plus, on peut confirmer ça en regardant son plan d'entraînement et en voyant que là, ils font ça, ils font rien de ça et ça fait 12 semaines que ça dure, peut-être que c'est le moment de revoir les choses et de faire évoluer l'entraînement dans cette direction. Et puis c'est là que parfois une vision naïve d'un non-spécialiste va être précieuse parce qu'il va arriver à poser des questions complètement cons, mais que les spécialistes ne se sont jamais posées. Et finalement, on se rend compte que certains spécialistes ne connaissent pas si bien leur discipline par certains aspects. Ils n'ont jamais fait un modèle de performance. Ils n'ont jamais vraiment cherché à objectiver un certain nombre de choses. Ils n'ont jamais fait l'effort sémantique de se faire un vrai champ lexical de leur préparation physique spécifique, pour le coup. Et donc, des fois, quelqu'un qui arrive et puis qui challenge un peu ça, c'est bien. Parfois, c'est pas bien. Parce que cette personne va poser des questions tellement naïves que ce sont des vraies questions cons. Ouais. Et il va tirer à côté de la plaque. Je sais, je l'ai fait, moi, par exemple. Quand j'ai passé l'agrégation de PS, j'avais pris GR. Les rubans. Moi, j'ai les ballons. Moi, j'avais pris Cerceau. Et en fait, pourquoi c'était évidemment un choix stratégique. Puis ma copine de l'époque était prof de GR, donc il y a plein d'intérêt à le faire. Et du coup, en interaction avec le préparateur physique du pôle, qui lui part naïvement sur la mesure des temps d'effort, la mesure des impacts, tout ce qu'il pouvait mesurer à l'époque, des impulsions, etc. Il compte tout ça et à la fin, il me dit, la GR, c'est un sport principalement de fréquence gestuelle, parce qu'en fait, on est sur 1 minute 30 d'effort, ou 1 minute 20, je sais pas comment c'était un enchaînement à l'époque. Et puis, c'est beaucoup de fréquences sur les mains avec des outils, différents agrès, différents. Et en fait, quand on se met à pratiquer vraiment, on se rend compte que tout ça, c'est de la prestidigitation. C'est complètement transparent au niveau métabolique, au niveau nerveux, tout est automatisé.
tout est extrêmement simple. C'est du niveau de marché. Faire tourner le cerceau dans la main, le lancer, le récupérer, il faut que ce soit automatisé au point de marché. Et par contre, ce que tu ne réalises pas, c'est que, et tu ne le réalises qu'une fois que toi tu fais, c'est que tu es en demi-pointe tout le temps, en relance de saut, atterrissage, roulade, saut, atterrissage, passage au sol, saut, relance comme ça pendant 1 minute 30. Le truc, c'est plus proche d'une course de 800 que clairement d'un travail neuromusculaire complètement déconnecté des problématiques physiologiques. Et donc, off caméra, on parlait tout à l'heure de pas se tromper de sport. Ouais, quand on analyse, et c'est là qu'il faut énormément d'humilité quand on n'est pas du sport, énormément d'ouverture d'esprit quand on est du sport, ouvrir les œillères. Mais quand on n'est pas du sport, énormément d'humilité parce que il y a des trucs qui sont vachement durs à mesurer. On a vite fait de se bourrer le Écoute, coude. toujours pareil, lire, écouter, pratiquer, Observer, pratiquer. discuter. Ouais. Parce que même si, tu vois, on est beaucoup dans la critique peut-être tout à l'heure, mais même si le coach il se trompe sur un élément sur 10, il va peut-être t'avoir nourri dans les 9 autres. Oui. Donc à toi d'essayer de Qui juste là ça. pour me donner des résultats. C'est ça. Le mec, il est là, il a fait progresser un paquet de personnes, y compris souvent. Et toi, et du coup, toi, t'es pas non plus un devin. Enfin, t'es pas le mec qui va tout transformer. C'est peut-être gens qu'avec un œil très extérieur, en venant d'autres milieux. Encore une fois, on a beaucoup été sur la croissance depuis tout à l'heure, donc je reprends ça. Peut-être que tu vas pouvoir discuter d'un truc qu'il avait pas trop creusé et qui est peut-être pas le critère numéro 1 de la perf, mais qui à un moment donné va être limitant sous certains aspects. Et tu vois, on parle beaucoup du judo depuis tout à l'heure parce que c'est ton sport. C'est comme si en France, on se disait, globalement, on fait des médailles de fou depuis quelques Olympiades. On est les meilleurs au monde, on change plus rien. Sans prendre le recul, et moi je connais moins bien que toi le judo, mais derrière ma télé, je me dis, j'ai l'impression qu'on a quand même déjà un des athlètes d'exception. Là, je parle vraiment physiquement. Je pense qu'ils sont très bien formés dans leur club techniquement. Et donc déjà, je pense que ça serait important. C'est important, je pense, parce que je les connais pas. Tout le monde prenne le recul de se dire, mais attends, déjà même sans moi, c'est des machines de guerre. Du coup, ça n'empêche pas que peut-être je fais très bien ou peut-être j'oublie des choses et que peut-être ils vont pouvoir soit durer plus longtemps, soit plus écraser leurs adversaires, etc., etc. Super intéressant. Écoutez les gars, je pense que ce sera le mot de la fin. Franchement, du coup, si on doit résumer, zone 2, zone 5, zone X, si vous voulez plus de nous trois, que ça vous a plu, eh bien, vous nous mettez en commentaire zone X et ils reviendront peut-être de Suisse et de Navarre. Zone X, on va peut-être même ouvrir un deuxième réseau sur Il sera OnlyFans. Il y a un mot de passe par contre. Bon, en tout cas, vous mettez Zone X si vous êtes resté jusqu'au bout. Vous nous dites si vous avez envie de plus de tout ça. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je sais qu'ils vont répondre aux questions de ces deux-là. Ils vont venir m'aider. Donc, posez-les vos questions. Dites-nous en commentaire s'il y a des trucs qui sont pas clairs. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez le droit. Dites-le, on va débattre, on va discuter, ce sera avec plaisir. Vous revenez exactement quand vous voulez. Vous connaissez le chemin maintenant. Facile à trouver, Annel Aubry, Sean Seal, Upside Strength, sur les réseaux sociaux. Ils sont hyper actifs, ils sont comme moi. Ils postent. Allez-y, n'hésitez pas. À bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci pour votre fidélité.